Donc l'infertilité, c'est une pathologie qui est assez fréquente. 15 à 25% des couples consultent pour un problème d'infertilité. Donc ce qui veut dire qu'un couple sur 6 vont consulter chez un médecin généraliste ou un spécialiste pour un problème d'infertilité. Donc ce problème, il est considéré par l'OMS pendant plusieurs années comme une pathologie qui est à part entière. De ce fait, elle a fait l'objet de plusieurs recommandations, réglementations et conférences de consensus. Il y a même actuellement plusieurs sociétés savantes nationales et internationales qui se sont spécialisées uniquement dans le domaine d'infertilité, qui ne traitent que ça. Donc c'est une pathologie qui est assez large, mais l'objectif du cours d'aujourd'hui, essentiellement, c'est de savoir définir qu'est-ce que c'est qu'une infertilité et une stérilité et la différence entre les deux. Deuxièmement, c'est de savoir comment aborder cliniquement un couple infertile. Troisième objectif, c'est de savoir quand demander un bilan paraclinique. Et enfin, quatrièmement, c'est de savoir quel bilan demander en première intention. Donc c'est ça ce que vous devez savoir en tant qu'étudiant de 5e année et en tant que médecin généraliste. Pour ceci, je vais suivre le plan académique suivant. Je vais commencer par une définition, l'historique des principales étapes de l'infertilité, un rappel physiologique sur les principales étapes nécessaires pour l'obtention d'une grossesse, les grands facteurs influençant la fertilité, les étiologies masculines et féminines de cette infertilité, l'abord clinique, les examens paracliniques de première intention et de deuxième intention, les principes thérapeutiques et enfin, on va conclure. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut tout d'abord standardiser la définition et savoir quelle est la différence entre infertilité, stérilité et fécondabilité. L'infertilité, ça veut dire l'absence de grossesse après 12 mois de rapports sexuels non protégés et sans contraception. Donc aujourd'hui, ça a une définition qui est bien nette selon l'OMS. Elle est dite primaire quand le couple n'a jamais eu de grossesse, et c'est dans 70% des cas, et elle est dite secondaire quand le couple a eu déjà une grossesse antérieure. Ce qui est très différent de la stérilité. La stérilité, par définition, c'est une probabilité nulle d'avoir une grossesse par mécanisme naturel. Ça veut dire quand, par exemple, une patiente qui est hystérectomisée ou une patiente ménopausée. Donc, il faut réserver ce terme de stérilité pour une patiente qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement. La fécondabilité dans l'espèce humaine, ça veut dire les chances qu'a une femme de concevoir dans chaque cycle. Il n'est pas de 100%. Donc, une femme qui n'a pas de pathologie, normalement, elle a 25% de chances de concevoir dans chaque cycle. Et cette fécondabilité, elle est très influencée par l'âge. Donc, elle diminue plus qu'on avance dans l'âge. On va voir ça par la suite. Concernant l'historique de cette infécondabilité, il faut savoir que ce problème de stérilité et d'infécondabilité, c'est un problème qui existe depuis la nuit des temps. Déjà, au Moyen-Âge, on a essayé un petit peu de traiter ce problème de stérilité par des plantes médicinales et des herbes sans vraiment de résultats. Jusqu'au XVIIIe siècle, où on a assisté pour la première fois à la naissance d'un enfant par insémination intra-utérine. Ça veut dire injection d'une préparation spermatique à l'intérieur de l'utérus, directement à l'intérieur de l'utérus, sans rapport sexuel. En 1972, on a réussi pour la première fois en Amérique une fécondation in vitro. Ça veut dire qu'on a pris des ovocytes et on les a mis en contact avec des spermatozoïdes dans un milieu de culture et on a réussi à féconder ces ovocytes à l'extérieur du corps humain, donc in vitro. 6 ans après, naissance de Louis Brown, c'était le premier bébé éprouvette qui était né en Angleterre après 108 tentatives de FIV. Donc quelques années plus tard,
cette procédure de fécondation in vitro fut brevetée et fut vulgarisée, puis fut adoptée par pas mal de centres de fécondation in vitro à travers le monde. Et déjà 1 an plus tard, plus de 3000 bébés sont nés par fécondation in vitro. Et enfin, en 1992, premier bébé qui était né en ICSI, qui était en France. Donc l'ICSI, ça veut dire injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Ça veut dire on injecte directement le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte mature. Sur le plan physiopathologique, il faut savoir que pour obtenir une grossesse, 7 étapes sont nécessaires. Et une anomalie dans une de ces étapes peut entraîner une infertilité. Donc tout d'abord, il faut qu'il y ait des ovaires qui sont fonctionnels, il faut qu'il y ait des follicules dans ces ovaires, il faut qu'il y ait une maturation de ces follicules primordiaux vers un follicule de Graft, puis il faut qu'il y ait une ovulation. Donc cet ovule doit normalement migrer à travers les trempes jusqu'à l'utérus, donc il faut qu'il y ait des trempes qui sont perméables. Il faut qu'il y ait une production de spermatozoïdes, migration des spermatozoïdes à travers le col et l'utérus, rencontre des gamètes, fécondation et enfin implantation de l'embryon à l'intérieur de la cavité utérine. Donc il faut qu'il y ait une cavité utérine qui est réceptrice et qu'il n'y a pas d'anomalie dans cette cavité utérine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de polype, il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas d'obstacle. Donc une anomalie dans une de ces étapes va entraîner une infécondité. Les grands facteurs influençant l'infécondité et la fertilité, c'est essentiellement l'âge, la durée de l'infécondité, l'obésité, le tabac et l'alcool. On va voir que la fertilité de la femme, elle diminue considérablement avec l'âge. Déjà à 40 ans, elle commence, comme vous voyez sur ce diagramme, elle commence à diminuer et il y a une accélération de cette diminution à partir de 36 ans. Vous allez être surpris, une femme de 25 ans, elle a une fertilité, elle a une fécondabilité de 25%. Une femme de 35 ans, la fertilité par cycle ne dépasse pas 17%. Et une patiente de 40 ans, elle n'a que 7% de chance de concevoir pour chaque cycle. Donc la fertilité, elle diminue considérablement avec l'âge. Et ceci, il est expliqué par plusieurs mécanismes. Déjà, il y a une diminution de la réserve ovarienne. À la naissance, il y a plus de 1 million de follicules par ovaire. À 31 ans, il ne reste que 100 000 follicules. Et enfin, à 41 ans, plus que 10 000 follicules. Et c'est le début de la fin de la fertilité. À côté de cette diminution de la réserve ovarienne, il y a d'autres mécanismes. Il y a augmentation du risque d'anomalie chromosomique qui augmente considérablement à partir de 38 ans. Il y a augmentation du risque de fausse couche. Aussi, il faut savoir qu'une patiente de 40 ans, même si elle tombe enceinte, elle a 40% de malchance de finir par une fausse couche. Donc, pour résumer les choses, l'âge, c'est un facteur pronostic qui est très important. Il y a une diminution de la fécondité de la patiente à partir de 37 ans. Donc, d'où l'objectif de prendre en charge les patientes précocement. Il ne faut pas attendre 40 ans ou 38 ans pour référer la patiente vers un spécialiste. Donc déjà à 30 ans, il faut prévoir une prise en charge qui est adaptée. Et contrairement aux idées reçues, même les techniques d'assistance médicale à la procréation ne règlent pas les problèmes de l'âge. Donc par exemple, une fécondation in vitro que vous faites chez une patiente de 25 ans, elle a 33% de chances de réussir. Une fécondation in vitro que vous faites chez une patiente de 40 ans, elle n'a que de 10% de réussite. Donc ça, c'est très important. Deuxième facteur pronostic très important, c'est la durée de la stérilité. La durée de la fécondité est un facteur pronostic qui est très important. Il faut savoir qu'après 2 ans d'infertilité, les chances de concevoir ne sont que de 8%. Après 4 ans d'infertilité, les chances de concevoir ne sont que de 4%. Donc la prise en charge, elle diffère selon la durée de l'infécondité. Donc les étiologies de cette infertilité, ils sont d'origine masculine, d'origine féminine, d'origine mixte et enfin idiopathique.
Les origines féminines, ils sont représentées essentiellement par les anomalies mécaniques, surtout obstructives tubaires, suite à une infection par exemple, soit suite à des adhérences pelviennes. Les adhérences, ça veut dire un accolement des trompes à l'utérus ou à l'ovaire ou aux structures de voisinage, suite fréquemment à une infection, à une intervention chirurgicale ou à une endométriose. Deuxième étiologie la plus fréquente, c'est les troubles de l'ovulation. Ces troubles de l'ovulation peuvent être d'origine centrale ou d'origine périphérique. D'origine centrale, ça veut dire hypothalamo-hypophysaire par anomalie de la sécrétion des stimulateurs de l'ovulation, ça veut dire les FSH et les LH, ou bien par anomalie périphérique au niveau des ovaires. On peut avoir une anomalie utérine qui va gêner cette nidation. Ça veut dire quand il y a par exemple un polype intracavitaire qui va gêner la nidation, quand il y a une malformation utérine, ou bien quand il y a un fibrome intracavitaire, donc qui va gêner ce processus de nidation. Quatrième étiologie, c'est les anomalies cervicales. Donc on sait tous que la glaire cervicale, elle participe de façon très importante à la capacitation des spermatozoïdes. Donc quand on a une anomalie de la glaire cervicale suite à une infection ou une conisation, donc ça altère la fertilité de la femme. Et enfin, l'endométriose. Donc concernant les étiologies masculines, c'est essentiellement par anomalie de la formation des spermatozoïdes. Aussi, ça peut être d'origine centrale, par anomalie de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ou d'origine périphérique, par anomalie testiculaire. Ou bien, il y a une production de spermatozoïdes qui est normale, mais il y a une anomalie au niveau des conduites d'excrétion de ces spermatozoïdes. Donc, une anomalie au niveau de l'épididyme ou du canal déférent. Et enfin, on peut avoir des anomalies au niveau du plasma séminal dû à la prostate ou à la vésicule séminale. Donc, pour résumer les choses, les étiologies de l'infécondité, ils sont dans 35% d'origine masculine, dans 35% d'origine féminine, dans 20% ils sont d'origine mixte, ça veut dire qu'il y a une part masculine et une part féminine, et dans 10% d'origine idiopathique où on ne connaît pas précisément l'étiologie. Les causes féminines sont dominées par la dysovulation, et ça c'est important pour la prise en charge, on va le voir par la suite. Dans 35%, obstruction tubaire. Dans 6%, origine endométriosique. Et dans 16%, d'autres étiologies comme anomalie de la glaire cervicale, comme l'hyperprolactinémie, comme la dysthyroïdie, etc. Donc les deux principales étiologies, c'est la dysovulation et c'est les obstructions tubaires. Maintenant, comment on va aborder ce couple sur le plan clinique? Donc, devant un couple qui vient consulter pour un problème d'infertilité, donc jamais commencer par des examens paracliniques, toujours commencer sur le plan clinique. Et sur le plan clinique, on commence toujours par l'interrogatoire parce qu'il nous renseigne de façon très intéressante sur les anomalies. Donc il faut toujours commencer par l'âge de la patiente. Il faut savoir que pour traiter une patiente de 25 ans, ce n'est pas les mêmes traitements d'une patiente de 35 ans. Donc l'âge, il est très important à définir. La durée de la stérilité ou de l'infertilité, comme on a vu, c'est très important. Donc c'est un facteur pronostic qui est très important. L'activité sexuelle, bien sûr, parfois on trouve les étiologies uniquement en faisant un bon interrogatoire. Il y a quelques semaines, j'avais une patiente qui vient consulter pour un problème d'infertilité, qui est passée par pas mal de gynécologues. Elle a reçu pas mal de traitements et quand j'ai bien fait l'interrogatoire, la patiente ne connaît pas sa période d'ovulation. Donc les rapports sexuels qu'elle avait, c'était des rapports en dehors de la période de l'ovulation. Donc après de bons conseils sur la régularité des périodes de l'ovulation et des rapports sexuels au cours de la période fécondante, la patiente elle est tombée enceinte par la suite. Donc il faut savoir faire l'interrogatoire en recherchant les anomalies du cycle menstruel, voir est-ce que la patiente elle a des cycles menstruels qui sont réguliers ou qui sont irréguliers, à savoir des cycles qui sont allongés, ça veut dire des spanioménorrhées, ça oriente vers quelle pathologie?
Ça oriente plutôt vers des ovaires polykystiques. D'accord? Des cycles qui sont raccourcis, ça veut dire une patiente qui vient vous rapporter qu'elle a des cycles chaque 22 ou 23 jours. Ça oriente vers quelle pathologie? Plutôt vers une insuffisance ovarienne. Donc la durée du cycle oriente vers l'étiologie. Il faut chercher les antécédents familiaux de ménopause précoce, surtout chez la mère. Les contraceptions antérieures, surtout l'utilisation d'un dispositif intra-utérine qui expose au risque d'infection. Les dysménorrhées et les dyspareunies, ça c'est très important aussi, ça oriente vers quoi? Très bien, ça oriente vers les endométrioses. Il faut chercher la notion de maladie endocrinienne, dysthyroïdie, hyperprolactinémie qui oriente vers un problème de l'ovulation, la notion de galactorée qui oriente vers l'hyperprolactinémie, l'exposition à la chimiothérapie ou à la radiothérapie ou au tabagisme. Donc vous voyez déjà à l'interrogatoire, on peut s'orienter vers l'étiologie par la suite. Donc il faut savoir que des antécédents d'infection génitale, ça expose à des risques d'infertilité de 7 fois par rapport à la population normale. La chirurgie, c'est un risque qui est x4 par rapport à la population normale. Et le tabac, il baisse la fertilité de 15%. Donc après avoir terminé l'interrogatoire, il faut passer à l'examen clinique. L'examen clinique, il est capital. Il permet d'orienter le bilan qu'on va demander par la suite et il permet d'orienter les étiologies. Donc déjà, il faut commencer par la prise de poids. Ça, c'est une notion que la plupart des médecins, ils oublient. Qui est inférieur à 45 kg et supérieur à 85 expose à des troubles de l'ovulation. Donc une patiente qui vient vous consulter, vous faites la prise de poids, vous trouvez que c'est un poids qui est inférieur à 45, déjà à l'esprit vous allez vous orienter vers des troubles de l'ovulation. Donc l'examen gynécologique, donc toujours commencer par l'inspection, la pose d'un spéculum. La pose d'un spéculum nous renseigne énormément sur pas mal de choses, essentiellement sur la glaire cervicale. Il faut savoir que la qualité de la glaire cervicale, elle évolue selon le cycle. En période de l'ovulation, on a une glaire cervicale qui est translucide, qui est abondante. Après l'ovulation, on a un changement dans cette qualité de la glaire cervicale qui devient plus épaisse et plus opaque. Donc ça veut dire qu'il y a une ovulation, qu'il y a sécrétion de progestérone. Donc ça nous oriente vers la qualité de l'ovulation. Le toucher vaginal nous oriente aussi vers les caractéristiques de l'utérus, voir est-ce que c'est un utérus qui est de taille normale, est-ce qu'il y a douleur à la mobilisation de l'utérus, est-ce que c'est un utérus qui est bousselé, qui oriente vers des fibromes ou des myomes utérins, est-ce qu'il y a une masse annexielle qui oriente plutôt vers un kyste de l'ovaire, est-ce que l'utérus il est fixé, ça oriente plutôt vers des adhérences. Il faut chercher les signes d'hyperandrogénie, essentiellement la pilosité, l'hirsutisme, l'acné, l'examen des laissins à la recherche d'une galactorée qui oriente vers quoi? Très bien, vers une hyperprolactinémie. Donc il faut chercher l'examen de la thyroïde à la recherche d'une hyperthyroïdie ou d'un goitre. Donc après avoir fini l'examen de la femme, il faut savoir que dans la consultation de fertilité, c'est un examen du couple. On n'examine jamais la femme seule. D'accord? C'est un examen de la femme et du mari.